Le tout-puissant homme d'affaires contemplait son œuvre. Le marché étendait maintenant son empire sur tout le globe et le mettait en valeur comme jamais auparavant. Pourtant, de nombreuses richesses lui échappaient encore. Des richesses que quelques rêveurs tentaient naïvement de soustraire au marché au nom du bien commun. Pour l'homme d'affaires, cette idée de bien commun constituait désormais l'ultime frontière le séparant de son but, transformer le monde entier en marchandise et proclamer enfin le marché total. Il entreprit donc un voyage d'affaires qui devait changer la face du monde. Depuis les origines, la quantité d'eau sur Terre n'avait pas changé. On ne pouvait toutefois en dire autant de sa qualité. Pour l'homme d'affaires, maître dans l'art d'exploiter la rareté, les hommes n'avaient plus le choix. Ils devaient faire de l'eau un objet de commerce et laisser la main invisible du marché en régler l'échange. En regardant de près l'état des réserves d'eau à travers le monde, nous nous sommes vite rendus compte qu'il y avait pénurie. Et nous avons ce lac, ici, un lac vraiment unique, une eau d'excellente qualité. Nous nous sommes dit qu'il fallait en faire quelque chose, la mettre sur le marché. Le débit du lac Gisborne est de 100 millions de mètres cubes par année. Nous en prendrions 25 millions, c'est-à-dire un quart du débit. Même si on voulait la stocker, on n'y arriverait pas. Elle se perdrait dans la mer de toute façon. Je crois que parler de surplus d'eau douce, c'est avoir une vision très étroite du rôle de l'eau. Ce qui se passe quand l'eau douce rejoint la mer, c'est qu'elle flotte sur l'eau salée. Et en se déplaçant vers le large, elle mélange tous les nutriments qu'on trouve en profondeur dans l'eau salée. Et c'est ce qui rend les estuaires aussi riches et productifs. J'ai dû faire une étude d'impact environnemental qui a duré presque 3 ans. Et tous ceux qui voudront prendre de l'eau de Terre-Neuve ou d'ailleurs devront faire les mêmes études. Et s'il y a un surplus d'eau, eh bien on devrait la vendre. Toute province qui commencerait à exporter de l'eau en vrac sur une base commerciale déclencherait l'application de l'ALENA, c'est-à-dire que l'eau deviendrait automatiquement une marchandise. Ça veut dire que nous serions obligés d'ouvrir ce marché aux compagnies américaines, que nous devrions autoriser également cette pratique dans toutes les provinces. Ça veut dire aussi qu'une fois le robinet ouvert, nous ne pourrions plus le refermer ni même réduire le débit. Et nous ne pourrions imposer aucune restriction environnementale parce que l'eau aurait un statut de marchandise entre nos deux pays. Bien sûr, aujourd'hui, le moratoire est en vigueur, mais le gouvernement fédéral ne semble plus si opposé à l'idée d'exporter notre eau. Il commence à réaliser que nous avons là une ressource d'une grande valeur. Et c'est une bonne chose.
Pour moi, dire qu'on ne doit pas vendre notre eau, c'est comme si l'Arabie Saoudite disait qu'elle ne doit pas vendre son pétrole. C'est la même chose. Nous parlons de l'eau comme d'une ressource, au même titre que le fer, le cuivre ou le nickel. Mais toutes ces choses nous laissent un choix. Si on manque de fer, eh bien le nickel peut faire l'affaire. Si on manque de pétrole, on peut prendre du gaz ou autre chose. Mais dans le cas de l'eau, c'est très différent. On n'a pas le choix. Il n'y a que l'eau. C'est l'élément essentiel de la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Quand il y avait plus d'eau et qu'elle se retirait, les gens semaient des courges, des melons, du maïs. Tout ça est fini. Il n'y a plus d'agriculture, plus de poissons depuis que la rivière est disparue. L'eau montait jusqu'au piquet ici. Il y en avait beaucoup. La rivière était 2 fois plus large qu'aujourd'hui. Et pourquoi il n'y a plus d'eau? Parce que les États-Unis la retiennent. Ce canal d'irrigation, le All-American Canal, a été construit pour amener l'eau du fleuve Colorado jusqu'au district d'irrigation de la vallée impériale. Il détourne tellement d'eau qu'il est la cause principale de la mort du fleuve Colorado. Voici le district d'irrigation de la vallée impériale, situé dans l'un des déserts les plus arides au monde. Dans une région où il tombe moins de 8 cm d'eau par année, vous trouvez des champs de luzerne, de blé, du bétail. C'est un vaste paysage d'agriculture industrielle. Ce n'est pas de l'agriculture, ça. C'est de l'agro-industrie, pratiquée dans un désert à l'encontre de l'écosystème. Ici, les ressources sont exploitées pour l'exportation. Ce ne sont donc pas les gens qui ont besoin de cette eau, mais la grande industrie. L'eau appartient à son écosystème. C'est la seule façon de voir l'eau si on veut maintenir un équilibre entre usage et conservation. Mais les gens, ici aux États-Unis en particulier, considèrent l'eau comme un simple produit dont il faut tirer profit. Et cette attitude est tellement valorisée qu'il n'y a plus d'autres valeurs qui tiennent. C'est le moment de goûter à l'eau pure et fraîche du lac Gisborne. C'est vraiment une bonne eau. Je la recommande à tous. Bien sûr, nous devons nous demander quel est notre devoir envers le reste du monde en tant que pays riche en eau. Mais ce débat doit avoir lieu en gardant à l'esprit que l'eau est un bien commun. Faut-il la faire payer? Ça se discute. Mais pas si c'est pour remplir les poches des compagnies. Doit-on la commercialiser? Non. La partager? C'est possible, mais sur une base humanitaire. Ce dont ces hommes d'affaires discutent à travers les accords commerciaux, c'est de transformer ce bien commun en marchandise pour le vendre au plus offrant. Cela veut dire que l'eau ira vers les industries, les villes, les pays qui pourront se la payer, et qu'elle n'ira jamais aux millions de personnes dans le monde qui en ont désespérément besoin. Les oiseaux aussi sont comme les Indiens. Ils n'ont pas droit à l'eau. Celle qui se rend jusqu'ici suffit à peine à notre survie.
On n'a pas droit à la vie si on n'a pas d'eau. Même l'air que nous respirons ne nous appartient plus, parce qu'il est pollué. Aujourd'hui, on ne considère plus ces choses avec respect. Pour nous, c'est quelque chose de sacré, mais pour les autres, ce n'est qu'un objet de commerce. L'homme d'affaires contempla alors son œuvre et déclara que tout cela était bon pour les actionnaires. L'homme d'affaires savait une chose. À l'ère de la connaissance, la propriété intellectuelle lui assurerait le même pouvoir que la propriété des usines à l'ère industrielle. Le deuxième jour, il entreprit donc de s'approprier les connaissances, à commencer par celles des peuples anciens. ये हमारा पेड़ होता है, कॉमन पेड़ है, बहुत नीम बोलते हैं इसको। ये इसकी पत्ती है जो ब्लड प्योरीफायर का काम करती हैं। हमारा यूनानी मेडिसिन में ये साफी में इस्तेमाल होती है और साफी एक बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है जो ब्लड प्योरीफायर का काम करता है। अक्सर पेट की खराबी वगैरह भी दूर करता है। संदल वुड होता है, संदल चंदन, अक्सर ये दर्द सर में भी काम आती है। इसको घिसने के बाद इसका जो पेस्ट बनाते हैं उसको अगर माथे पे लगाया जाए तो उससे दर्द दूर हो जाता है। ये टर्मरिक है, ये हमारा यहाँ यूनानी दवाओं में काम आती है। खसूसी हमारा जो हमदुराइड कैप्सूल होता है ये उसके काम आता है। अमेरिका इसको आज पेटेंट करना चाह रहा है, जबकि हमारा हजारों साल से इसकी दवाएं बन रही हैं और हमारा ये दवाओं में इस्तेमाल हो रही है। Les compagnies s'approprient nos plantes et nos connaissances et les présentent comme leur invention. Il y a RiceTech qui prétend avoir inventé le basmati, W.R. Grace et le département américain de l'agriculture qui prétendent avoir découvert l'usage du margousier comme pesticide et fongicide en agriculture. D'autres compagnies prétendent avoir découvert les propriétés digestives du poivre noir alors qu'il est utilisé en Inde depuis des millénaires. Ou encore le curcuma pour la cicatrisation des plaies ou le gingembre pour le rhume. Des centaines de plantes utilisées par nos mères et nos grands-mères depuis toujours sont maintenant présentées comme des inventions. इसमें सुकारी इसमें कीड़ा कोई वो ना लग सके इसमें तो ये लग जाए सुरसुड़ी इसमें कोई दिमक दमक कोई ना लगे बचपन से जब ही हम करने लग गए बड़ा देखे अपना फिर हम करने लग गए फिर मार बालक देखे वे भी करने लग जाएगा डाले से डाले People describe India. Les gens décrivent l'Inde comme un pays riche où vivent des gens pauvres. Notre richesse provient de notre biodiversité, de notre savoir traditionnel. Mais nous demeurons pauvres parce que nous n'avons pas su en faire une source de richesse. Le marché des produits dérivés des plantes a rapporté 61 milliards de dollars l'année dernière. En 2020, il devrait atteindre les 5 000 milliards. Donc ces marchés vont être énormes. Et pour en profiter, de quoi avons-nous besoin? D'une riche biodiversité et de recherche pour la mettre en valeur. Pas juste pour l'admirer et la protéger, mais pour l'utiliser et créer de nouveaux produits. Nous produisons des oléorésines à partir du poivre. L'un des principaux constituants de ces oléorésines est la piprine, l'élément épicé du poivre. Dans la médecine ayurvédique pratiquée en Inde depuis des siècles, on utilise la piprine pour améliorer l'efficacité des traitements.
Nous avions donc ciblé les marchés nutraceutiques et pharmaceutiques occidentaux où ce nouvel usage est de plus en plus répandu. Alors que nos efforts de marketing et nos ventes augmentaient sur le marché nord-américain, nous avons reçu une lettre d'une compagnie américaine nous avisant qu'elle détenait un brevet sur l'extraction et la purification de la piperine, qu'ils ont commercialisé sous le nom de biopérine, et qu'ils avaient l'intention de protéger leur marché et d'utiliser tous les droits conférés par leur brevet. Si j'étais une compagnie pharmaceutique et que je découvrais un médicament, mais que ce médicament était déjà breveté, je respecterais cela. Je ne pourrais pas simplement le copier et m'attendre à avoir les mêmes droits. Mais dans le cas présent, c'est un produit naturel utilisé depuis des siècles. Si l'Inde ne veut pas rester pauvre dans ce siècle de la connaissance, nous devons apprendre à jouer le jeu. Nous avons donc lancé une campagne massive d'information sur les brevets auprès des scientifiques, dans les universités et les entreprises. Mes propres laboratoires sont maintenant à l'avant-garde. Par exemple, pour ce qui est des brevets étrangers, il y a 4 ans, nous en avions seulement 50. L'année suivante, 100. Et l'année dernière, 200. Cette année, je suis fier de le dire, 450 demandes de brevets ont été déposées. Les gens commencent à s'y habituer. Ils réalisent que grâce aux brevets, ils sont capables de créer de la richesse pour leurs institutions, pour la nation et aussi pour eux-mêmes. Pourquoi pas? À partir du moment où vous déposez un brevet, même si vous êtes indien, vous ouvrez la voie à la privatisation de la vie. Déposer un brevet sur un bien commun, c'est en limiter l'accès. La solution à la biopiraterie, c'est de garder les semences, les plantes, les animaux et le savoir comme bien commun. इसमें जैव संपदा का रजिस्टर है ये सारे गांव की पंचायत का और इसमें अलग अलग अनाज फल घरेलू जो फलदार पेड़ होते हैं या जो जड़ी बूटियां होती हैं हमारे आसपास जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसकी सूची है इसके अंदर इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि लोग जो है जितने भी बीज इत्यादि हैं जो भी जड़ी बूटियां हैं उन सब का एकाधिकार कर रहे थे बाहर की कंपनियां। Pour que les gens puissent dire non au brevet, ils doivent d'abord prendre conscience qu'ils possèdent un savoir, qu'ils savent cultiver la terre, développer des semences et utiliser leurs plantes médicinales. Avec les registres communautaires de biodiversité, les jeunes apprennent donc à respecter les aînés qui détiennent ces connaissances. Mais ces registres servent aussi à renforcer le sentiment de communauté. Celle-ci commence à se définir comme collectivité, à penser en termes de bien commun et à réaliser que cette biodiversité, ce savoir, lui appartiennent en tant que collectivité. Et une fois que cette conscience est bien établie, personne ne peut plus arriver et dire « payez-moi des redevances sur cette semence ou ce médicament ». Le système des brevets ne peut pas s'implanter dans une culture du bien commun, de l'héritage commun des connaissances et de la biodiversité. Il aura fallu un gouvernement comme celui de l'Inde avec son opposition historique au système des brevets et des cultures aussi importantes que le riz basmati ou le margousier pour qu'une opposition s'organise. La plupart des pays en voie de développement n'ont absolument pas les moyens de relever de tels défis. Le coût moyen de ce genre de litige est d'1 demi-million de dollars. Et comme les brevets sont des lois nationales, si une communauté indigène voulait défendre ses droits, il lui faudrait des avocats à Munich pour les brevets européens, à Washington pour les brevets américains et à Tokyo pour les brevets japonais.
C'est impossible. Donc, 9 fois sur 10, les communautés indigènes n'ont même pas conscience qu'elles se font déposséder. L'homme d'affaires contempla alors son œuvre et déclara que tout cela était bon pour les actionnaires. Souvent, au cours de ses nombreux voyages, l'homme d'affaires s'était montré contrarié par cette fâcheuse faculté qu'avaient les plantes de se reproduire. Il eut alors une idée d'une audace inouïe. Pour mettre fin à ce gaspillage, il décréta que désormais, les semences et leur lignée entière seraient propriété privée. Venez voir ici un peu. Il y en a partout encore. Comme en 97. Regardez-moi tous ces plants de canola. Un plant comme ça peut produire à lui tout seul de 4 à 10 000 graines l'an prochain. Alors, si je ne cultive pas mon champ, ou si je n'utilise pas un produit chimique spécial, le canola de Monsanto, résistant à l'herbicide, va tout polluer. Monsanto peut mettre en vente du canola génétiquement modifié, le répandre dans l'environnement, contaminer mes semences, et ensuite me faire un procès, parce que leurs plants poussent sur ma terre. Le juge l'a dit. Peu importe comment les graines se sont retrouvées ici, que ce soit par l'effet du vent, par pollinisation croisée, ou en tombant d'un camion, les semences appartiennent à Monsanto, et je dois les leur restituer. Dites-moi comment je peux restituer des millions de plants. Comment je suis censé les déterrer pour les redonner à Monsanto? C'est impossible. Et qui d'abord donne à Monsanto le droit de détenir un brevet sur une espèce vivante? Si je sème une graine une première fois et qu'elle se reproduit, Monsanto ne devrait pas avoir de droit là-dessus. Ce n'est pas Monsanto qui l'a reproduite, c'est le fermier. En fait, ce n'est même pas le fermier, c'est la nature, le soleil, la terre. Au fond, c'est un acte divin. Je ne peux pas faire pousser une graine, Monsanto non plus. Seule la nature le peut. Créer une forme de vie et créer une nouvelle semence sont deux questions distinctes. Pour être brevetable, une nouvelle semence doit être une nouveauté, être utile et non évidente. Donc il est certainement possible d'innover en matière de semences, par le biais de diverses techniques, notamment la biotechnologie, mais par d'autres méthodes aussi. Et si on veut stimuler ce genre d'innovation, les brevets sont des instruments très efficaces. Les multinationales comme Monsanto ne veulent pas que les fermiers sèment leurs propres graines. Ils veulent des fermiers captifs, obligés d'acheter leurs semences chaque année et les produits chimiques qui vont avec. Ils vous font payer un droit de 15 $ l'acre et vous font garantir par contrat que vous ne sèmerez pas vos graines l'année suivante. Un fermier perd tous ses droits. Les détectives de Monsanto, on les appelle la brigade des gènes, peuvent s'amener sur votre ferme jusqu'à 3 ans après votre récolte pour inspecter vos silos, vos champs, vos entrepôts et vérifier si vous ne trichez pas en douce. Si Monsanto doit s'abaisser à de telles pratiques et engager des détectives pour vendre ses produits, il y a quelque chose qui cloche dans la logique et la politique de leur compagnie. D'après moi, c'est complètement tordu. No one compels a farmer
Personne ne force les agriculteurs à choisir une semence plutôt qu'une autre. Si un fermier juge que le droit ou le privilège de conserver ses semences pour l'année suivante présente plus d'avantages pour lui que la valeur ajoutée d'une semence brevetée qu'il doit racheter chaque année d'une compagnie, eh bien, il est libre de le faire. Ils ont anéanti 53 ans de travail. Les semences que j'avais développées étaient résistantes aux maladies qu'on trouve par ici. Tout ça est ruiné. Il y a 3 semaines, j'ai appelé 2 vendeurs de semences. Et je leur ai demandé du canola conventionnel, non génétiquement modifié. Et ils m'ont ri au nez. Ça n'existe plus, m'ont-ils dit. Ils ne peuvent plus le garantir. Ces compagnies ont réussi à contaminer tous les stocks de canola du Canada. Alors le choix, ça n'existe plus. L'idée que les fermiers ont un choix quelconque dans un système contrôlé par les corporations est totalement fausse, parce qu'au départ, celles-ci font en sorte que les fermiers soient dépossédés de leurs semences. Elles achètent la totalité des variétés ancestrales des régions pour pouvoir vendre ensuite leurs propres semences. Elles créent délibérément une pénurie. Et j'ai vu, de mes yeux vus, les corporations à l'œuvre en Inde, des situations où une seule variété est disponible. Dans ces conditions, dire que les fermiers ont le choix est aussi faux que de dire qu'un cerf a le choix d'aller travailler où bon lui semble. L'idée maîtresse derrière Navdanya et ce à quoi je me suis engagée pour le reste de ma vie, c'est de créer un sanctuaire de biodiversité pour préserver les espèces menacées. Non pas pour les conserver à la manière d'un musée comme souvenir, mais pour les offrir aux fermiers et leur permettre de devenir autosuffisants. हम जब से इस संस्था से जुड़े हैं ना, ये लोग हम जो भी बीज कम पड़ता है हम इन्हीं लोगों से लेते हैं बीज। कोई भी बीज है हमको दे देते हैं, जैसे मक्की है, धान है, मटर है, हर चीज सरसों है, कोई भी चीज है ये लोग देते हैं। 1 किलो ये देते हैं, हम लौटा के इनको 2 किलो वापस करते हैं। कोई सफेद कोई लाल को For me, it was absolutely key. Pour arriver à protéger l'intégrité des plantes et la liberté des fermiers, il était absolument essentiel pour moi d'avoir des semences libres, libres de brevets et exemptes de manipulation génétique. Pour nous, Navdanya est l'illustration de la liberté de la nature d'évoluer à son rythme et de la liberté des fermiers d'évoluer sans être contraints par une poignée de corporations qui veulent contrôler tous les aspects de la vie, celle de la planète et la nôtre. Un calcul rapide fait par des activistes montre que les brevets sur les semences, des semences piratées en fait, car la presque totalité des ressources génétiques brevetées provient du tiers-monde, ces brevets multiplieraient par 10 la dette du tiers-monde. Avec sa dette actuelle, le tiers-monde est déjà à la limite de la survie. La dette générée par ce piratage supprimerait toute possibilité de vie dans cette pauvreté créée par le colonialisme et par d'autres ingénieux mécanismes de transfert de richesses des pauvres vers les riches. Et les brevets sont la dernière tentative en date. L'homme d'affaires contempla alors son œuvre et déclara que tout cela était bon pour les actionnaires.
Toujours en quête de nouveaux territoires à conquérir, l'homme d'affaires se tourna ce jour-là vers l'infiniment petit, vers les territoires intérieurs du corps humain. La trame de la vie devait elle aussi lui appartenir, et la main invisible du marché en extraire la valeur maximale. Myriad Genetics a breveté un test de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire qui est basé sur l'analyse de la séquence du gène BRCA1, donc qui est l'un des gènes de prédisposition au cancer du sein. Donc Myriad a en quelque sorte breveté la séquence de référence, l'étalon, la séquence normale. Et toute personne qui utilise cette séquence de référence avec n'importe quel outil moléculaire enfreint les droits de propriété industrielle de Myriad. Nous avons décidé de nous opposer à ce monopole parce que je dirais que réaliser ces tests génétiques, c'est quelque chose qui est bien sûr nécessaire pour immédiatement la prise en charge des femmes à risque, mais aussi pour, à terme, améliorer leur prise en charge. Et c'est en cela qu'un tel monopole va limiter la recherche. Ah oui, où elle est la lumière? Non, ils sont montés. Ma grand-mère est décédée d'un cancer des ovaires suite à un cancer du sein. Ma mère est décédée d'un cancer du sein il y a maintenant 25 ans. Et ma sœur est décédée d'un cancer du sein il y a 4 ans. Donc cette année, quand j'ai déclaré mon cancer, je n'ai pas été extrêmement surprise. J'ai appris que c'était un cancer d'origine génétique en faisant le test donc proposé par le service d'oncologie génétique du docteur Stoppa-Lyonnais. Ça a énormément changé la perception de la maladie parce que, étant donné que dans la famille il y a 3 générations touchées, on se trouvait quand même à porter ce poids sans avoir d'explication. En faisant ce test de mon côté, j'ai apporté une réponse à la situation de ma famille, mais en même temps, j'espère que ça va faire progresser la recherche dans ce domaine-là, la recherche dans le domaine de la médecine prédictive. Je faisais partie d'un réseau de recherche en génétique oncologique, une organisation subventionnée par l'Institut national du cancer au service de 8 centres spécialisés en oncologie. Mon rôle dans ce projet était de mettre sur pied un laboratoire central permettant d'offrir à tous les chercheurs du réseau un service de dépistage des gènes de prédisposition au cancer, ce qui incluait évidemment les tests sur les gènes BRCA 1 et 2. Mais voilà qu'un an plus tard, nous avons reçu une lettre de la société Myriad Genetics qui détient le brevet sur le gène BRCA 1. Leur lettre disait que nous enfreignions leur brevet. Alors nous avons stoppé les tests. Pour mettre au point une technique de test aussi bonne que le séquençage mais moins coûteuse, il doit y avoir de la recherche qui se poursuive dans cette direction. Mais à l'heure actuelle, même si vous mettez au point une telle technique, on vous empêchera de l'utiliser à cause du brevet. Je pense qu'il va y avoir un autre débat important qui va concerner là l'utilisation de la séquence pour la prévention et le traitement. Si une autre compagnie, une autre société met au point un médicament permettant la prévention des cancers du sein, et spécifiquement des cancers du sein liés à une altération d'un gène BRCA1, eh bien cette invention sera dépendante du brevet Myriad. Ce brevet pose véritablement toute la question de la brevetabilité des gènes et de leur application future, puisque là on est dans le futur. Produire des médicaments coûte très cher.
On parle d'environ 500 millions de dollars à la fin du processus. Sans la solide protection d'un brevet, non seulement sur le produit, mais aussi sur l'identification du gène et de sa fonction, personne ne se lancerait dans cette aventure. Au tournant du siècle dernier, quand les chimistes travaillaient à isoler les éléments du tableau périodique, eux-mêmes et les compagnies pour qui ils travaillaient ont investi beaucoup de temps et d'efforts. Pourtant, on ne leur a pas permis de réclamer des brevets sur ces éléments chimiques, mais seulement sur les procédés qu'ils avaient utilisés pour isoler ces éléments chimiques. Pouvez-vous imaginer un pays accordant des brevets sur l'hélium, l'oxygène, l'aluminium, l'hydrogène ou le titane? C'est ridicule. Ce sont simplement des découvertes. C'est exactement la même chose pour les gènes. Comment une société de biotechnologie peut-elle prétendre avoir inventé un gène qui est le résultat de millions d'années d'évolution? Le gène du cancer du sein, de la fibrose kystique, de la chorée de Huntington, tous ces gènes existent dans la nature. Par conséquent, peu importe combien d'argent ils ont investi, ces gènes n'ont pas été créés par l'homme, donc ils ne sont pas brevetables. En génétique humaine, la recherche ne peut se faire sans la participation active du patient. C'est son bagage génétique que le chercheur analyse pour trouver les anomalies qui causent les maladies. Alors si on commence à dire au patient, aujourd'hui, nous allons utiliser votre sang pour découvrir le gène responsable de votre maladie, mais demain, vous bénéficierez de cette découverte seulement si vous acceptez d'acheter ce service d'une compagnie, je me demande combien de patients accepteront de participer à nos recherches. Et c'est pourtant là l'essentiel. Ce gène fait partie de mon intégrité. Même si c'est la plus petite entité du corps humain, elle fait partie de mon intégrité physique et elle se retrouve dans d'autres familles. Donc elle m'appartient comme elle ne m'appartient pas et à la limite, elle fait partie du bien commun. Elle représente une entité qui vient de ma mère, qui elle-même l'a reçu de sa mère. C'est ce qu'on appelle le patrimoine génétique. On se retrouve avec un terme qui, à mon avis, ne peut pas rentrer dans un commerce. Ça voudrait dire qu'en fait, le corps humain a une valeur marchande. Qu'adviendra-t-il de nos enfants s'ils grandissent dans un monde qui considère l'être humain, les gènes, les protéines, les cellules, les organes, les tissus et même des espèces entières comme des inventions? Qu'adviendra-t-il de la valeur intrinsèque de la vie si nos enfants grandissent en croyant que la vie n'est qu'un matériau, une affaire de brevet? Le principe des brevets, initialement, avait pour but l'intérêt général, à la fois celui des investisseurs qui investissaient, mais aussi celui des chercheurs et celui des patients, permettant une meilleure prise en charge. Mais aujourd'hui, et on le voit avec Myriad Genetics, eh bien, on assiste à une dérive des droits conférés par ces brevets, et on n'est plus dans l'intérêt général. Je pense que nous devons poser les bons gestes aujourd'hui. D'abord, nous devons considérer les gènes comme un bien commun qui nous a été légué en fiducie. Nous devrions donc mettre en place un traité établissant notre responsabilité commune à l'égard du patrimoine génétique de tous les êtres vivants, des microbes, des plantes, des animaux et des humains. En signant ce traité, tous les gouvernements du monde reconnaîtraient les gènes comme bien commun.
Si nous ne remettons pas en question la légitimité des brevets sur les gènes, dans moins de 15 ans, les multinationales des sciences de la vie seront propriétaires du génome humain et elles vont s'approprier graduellement aussi le génome des autres espèces. Elles détiendront alors un pouvoir sans borne pour imposer leur volonté au reste de l'humanité au moment où celle-ci aborde l'ère de la biologie et de la biotechnologie. L'homme d'affaires contempla alors son œuvre et déclara que tout cela était bon pour les actionnaires. Depuis longtemps, l'homme d'affaires avait dans sa mire les services publics. Patiemment, il avait mis en place les conditions de pénurie essentielles à la réalisation de son plan. Le moment était venu. Désormais, la maladie serait une occasion d'affaires et la souffrance une source de profit. Donc où est-ce que vous partez comme ça? Je pars à l'hôpital Sainte-Méris, c'est pas très loin d'ici, où on va m'opérer pour une hanche. Le chirurgien m'a expliqué il m'a dit, écoutez, si c'était moi, je vous opérerais demain. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais il y a 8 mois. Il y a 8 mois qu'il m'a dit ça, 8 bons mois. Et il m'a dit, mais vous connaissez les coupures dans les budgets. Moi, avant, je pouvais faire 3 opérations de ce type par semaine, et maintenant j'ai le droit d'en faire 1 par semaine. Mais il faut savoir ce que c'est la douleur de l'arthrose. C'est horrible, c'est violent, c'est jour et nuit. Et la nuit, c'est, en ce qui me concerne en tout cas, c'est la nuit pire encore que le jour. La liste d'attente, c'est conséquence des décisions politiques du gouvernement, avec tous les coupures dans le budget pour la santé, la fermeture des hôpitaux, la mise à la retraite des médecins, des infirmières. Tout a été fait pour faire des économies sur le dos de la santé de la population. Le gouvernement a donné comme raison, c'est qu'il était obligé de faire un déficit zéro. Mais en même temps, ils investissent davantage dans les grandes sociétés en disant ça c'est bon pour l'économie. C'est pas vrai. C'est une façon de détourner l'argent du système public et donner aux grandes entreprises et en même temps forcer des gens de penser à aller dans le privé pour chercher le soin. Les gens veulent avoir des services, ils s'attendent à une qualité de soins, ils s'attendent à une qualité d'accueil, ils veulent avoir des services qui répondent à leurs besoins. Ils ont de tels services en médecine vétérinaire pour les animaux domestiques et c'est bien clair que dans certains cas, ils ont de la difficulté à avoir l'équivalent dans le secteur public. T'es malade, t'es malade. T'as mal, t'as mal. Il n'y a pas de prix quand t'as mal. Si les Québécois et les Canadiens veulent avoir une médecine à la fine pointe, s'ils veulent avoir une accessibilité rapide aux soins médicaux et à l'imagerie, si en même temps ils ne veulent pas voir le compte de taxes ou d'impôts augmenter de façon exponentielle ou très importante, je pense que le privé va continuer à se développer. Les gouvernements disent, mais nous pouvons diminuer vos impôts. Combien? Quelques centaines de dollars, même $1,000, $2,000. Mais nous serons obligés de payer $12,000 par année pour une assurance privée. Et nous ne sommes même pas assurés que les compagnies d'assurance vont nous donner une assurance si on est trop âgé, trop malade
ou trop pauvres pour payer. Nous sommes dans une école élémentaire du centre-ville. Une fois par semaine, l'école nous prête ses locaux et nous tenons une clinique gratuite. Dans notre pays si riche, plus de 40 millions de personnes vivent sans assurance et n'ont pas accès aux soins de santé. Malgré nos brillants progrès technologiques, nous avons l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés du monde industrialisé. Il n'y a qu'une élite qui profite du progrès et des millions de gens qui n'ont accès à rien. Yeah. No doubt about it. Yeah. That's what I thought. Let's call a taxi. Okay. We don't even need to go there. Okay. This shoe is amazing. Look at this thing. I mean, that's how, they were taking care of it. And it's not any fault of theirs. It's just, sometimes you don't have access to the better medical care. So. We are trying to make a difference. Nous essayons de changer les choses une personne à la fois. Bien sûr, c'est à l'échelle nationale que le changement doit se produire, mais ce sera long, parce qu'il y a des forces puissantes qui s'y opposent et qui privilégient leurs propres intérêts, comme les compagnies d'assurance, les compagnies pharmaceutiques. J'ai commencé à travailler dans une compagnie de gestion de la santé en tant que vérificatrice médicale. Très vite, on m'a fait comprendre que je devais maintenir un certain pourcentage de refus, que je ne devais pas faire confiance aux médecins traitants et que je devais faire en sorte que les patients passent le moins de temps possible à l'hôpital. Puis un jour, il y a eu ce moment dramatique. J'ai reçu une demande de transplantation cardiaque pour un patient dans un hôpital hors de notre réseau, ce qui aurait coûté très cher. Et on attendait de moi que je rejette cette demande. Je pense que la gravité de mon geste m'est apparue quand j'ai appelé le médecin traitant pour lui dire que nous ne pouvions approuver sa requête. Il m'a répondu que je venais de condamner cet homme à mort. Après des années de réflexion, j'ai réalisé qu'en tant que médecin, j'avais causé la mort d'un homme. Mais au lieu d'en être tenu responsable, moralement et professionnellement, j'avais reçu une promotion. J'étais devenue une meilleure directrice médicale. On me félicitait d'être assez forte pour prendre ce genre de décision qui épargnait des centaines de milliers de dollars à la compagnie. Comment peut-on laisser la santé et le bonheur des gens aux forces du marché? La santé n'est pas une marchandise, quelque chose comme du poisson qu'on peut acheter ou vendre. La santé fait partie des droits fondamentaux de chaque individu au sein d'une communauté. Et c'est un signe de maturité sociale que d'assumer collectivement cette responsabilité. Au bout de la ligne, c'est une question de valeur. Qu'est-ce que nous, comme société, nous voulons? Est-ce que nous croyons dans le bien commun ou est-ce que nous voulons un système qui va donner des soins particuliers pour quelques-uns? Si c'est ça ce que nous voulons faire comme choix, comme société, allons-y. Mais je pense que la plupart de la population ne veut pas donner notre santé pour enrichir quelques actionnaires des grosses sociétés. Et c'est ça ce que le gouvernement est en train de nous faire. Et nous sommes en train d'être fait avoir. C'est bon. Aïe. L'homme d'affaires contempla alors son œuvre et déclara que tout cela était bon pour les actionnaires.
L'homme d'affaires s'était toujours méfié de l'État, l'institution politique que les citoyens s'étaient donnée pour mettre en œuvre le bien commun. Il déployait donc des efforts considérables pour le mettre à son service. Mais malgré d'indéniables succès, l'homme d'affaires comprit ce jour-là que la partie était loin d'être gagnée. Il y a 5 ans, les entreprises brésiliennes, principalement les entreprises publiques, ont commencé à copier des médicaments antirétrovirus qui, selon notre loi, n'étaient pas brevetés. Nous les produisons et nous arrivons à les offrir à un coût 80% plus bas que celui des médicaments d'origine. Les prochains médicaments dont nous avons besoin sont protégés par notre nouvelle loi sur les brevets. Nous avons donc entrepris des négociations avec les grands laboratoires en vue d'arriver à un accord. En cas d'échec, le gouvernement a décidé d'enfreindre les brevets, ce qui est d'ailleurs prévu par la loi. En cas d'urgence nationale et dans l'intérêt public, nous sommes autorisés à enfreindre cette loi. Quand j'ai découvert que j'étais porteur du virus du sida en 1990, mes médicaments n'étaient pas encore fournis par l'État. Ils coûtaient entre 1200 et 1500 dollars américains par mois. C'est à peu près ce que je gagnais à l'époque. 1200, 1500 dollars par mois, dépendamment du taux de change. En fait, la distribution gratuite des médicaments a permis aux Brésiliens de vivre avec le virus et non plus seulement de mourir du virus. Nous avons une baisse de mortalité, environ 50%, depuis 1996, qu'on a commencé ce programme. Nous avons des médicaments comme ça que nous achetons des compagnies multinationales. Il veut dire qu'ils suivent gagnant d'argent avec nous. Et nous avons ces médicaments-là qui sont produits ici au Brésil, sont génériques, produits ici au Brésil. Pour les patients, le dé n'avait pas de coût. Qu'est-ce que le gouvernement brésilien peut faire pour sauver sa population? Peut-il ne pas fournir les médicaments? Moi, je pense qu'il doit les fournir et appliquer la clause de licence obligatoire que les États-Unis questionnent, mais qui est permise même dans les accords internationaux. Je sais que les brevets sont là pour protéger les investissements, mais il faut aussi tenir compte du droit à la vie. Aucun retour sur investissement ne peut justifier la mort d'un être humain, où que ce soit dans le monde. Les lois du commerce international et les brevets ne sont pas là pour protéger la vie de qui que ce soit. Elles sont là pour protéger le capital des multinationales. C'est la logique capitaliste, non? Alors, d'une certaine manière, nous essayons de briser cette logique parce que nous savons qu'elle ne peut garantir le bien-être de la population.
On ne peut pas considérer les médicaments comme de quelconques produits de consommation. Ce que nous voulons faire valoir, c'est que les coûts et surtout les profits de ces entreprises sont exagérés. Ils n'ont rien à voir avec la valeur réelle du produit, même en tenant compte des profits et des investissements futurs. C'est hors de proportion. Et c'est ça la question. L'homme d'affaires s'en fut alors profondément irrité. De tels propos avaient de quoi inquiéter sérieusement les actionnaires. L'heure du repos n'avait pas encore sonné. L'homme d'affaires savait qu'il lui fallait agir pour neutraliser les institutions politiques. Le 7e jour, il convoqua donc un grand sommet. Craignant d'être laissé pour compte, tous les chefs d'État accoururent. L'ordre du jour, tenu secret pour le peuple, n'en était pas moins clair. Supprimer toutes les réglementations nationales pouvant constituer des obstacles au commerce et surtout, contraindre les États à céder la responsabilité du bien commun aux forces du marché, sous peine de sanctions. Le gouvernement canadien accepte de verser 13 millions de dollars en dommages-intérêts à la firme américaine Ethyl Corporation. Ethyl produit en effet un additif pour l'essence que le Canada avait jugé nuisible à la santé. Le gouvernement américain appliquera des sanctions contre l'Union européenne suite à l'interdiction d'importer en Europe de la viande de bœuf aux hormones. La compagnie de messagerie UPS accuse Poste Canada de concurrence déloyale et poursuit le gouvernement canadien pour 140 millions de dollars. Une victoire de UPS pourrait affecter la portée de tous les programmes sociaux canadiens. Le tribunal de l'ALENA a condamné le gouvernement mexicain à payer 16,5 millions de dollars à la firme américaine Metalclad, spécialisée dans l'enfouissement des déchets toxiques. Tous ces traités commerciaux, en particulier l'ALENA avec son chapitre 11, qui, pour la première fois, permet aux compagnies de poursuivre les gouvernements, tous ces traités, donc, ont créé un ensemble de lois qui ont préséance sur les lois nationales, y compris sur celles touchant à la protection de l'environnement et à la santé. Les gouvernements renoncent ainsi à leur souveraineté et à leur droit d'établir des règles, des normes, des programmes sociaux au profit des compagnies transnationales et des traités de commerce internationaux. En fait, ils n'ont qu'à dire « Quel dommage! Bien sûr, nous avons été élus sur la promesse de préserver nos programmes de santé, mais hélas, les accords commerciaux nous ont forcés à les supprimer. » Si nous continuons de transformer nos richesses écologiques collectives en biens privés appartenant à quelques compagnies, nous allons accroître les risques de guerre. Nous allons aussi accentuer le phénomène de réduction de la planète au statut de ressource à gérer. Ce que je veux dire ici, soyons clairs, c'est qu'il doit y avoir un équilibre. Le commerce est nécessaire et le marché aussi. Mais ils ne peuvent pas être la seule façon dont nous entrons en relation les uns avec les autres et avec la Terre. Quand le commerce est la seule manière de vivre, la civilisation devient grossière et utilitariste. Nous perdons ce qui fait notre humanité, nous perdons notre empathie, nous perdons le sens même de la vie. Quand rien n'est bien commun et que tout est bien privé, quelque part sur cette planète, un être en souffre, quelle que soit son espèce. Quand les humains s'adonnent à l'agriculture en ne pensant qu'à nourrir leur espèce et qu'ils travaillent contre le bien des autres espèces, en bout de ligne, ils mettent en péril leur propre sécurité alimentaire. Le bien commun, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. C'est le fruit de la réciprocité. C'est l'art de vivre ensemble. L'égoïsme, le vol, le piratage surviennent quand on oublie le bien commun. Et bien sûr, certains prospèrent, mais ils prospèrent au détriment des autres et sur le dos de la planète. C'est une prospérité trompeuse.
Je pense qu'il est essentiel de maintenir cette notion de bien commun. Cette notion que l'intérêt collectif doit être assuré par des institutions qui nous perçoivent non seulement comme des individus, mais comme un tout plus grand que la somme de ses parties. Si nous ne convenons pas que les ressources naturelles et le vivant appartiennent à la Terre et à l'ensemble des espèces, si nous ne reconnaissons pas aux humains un droit fondamental à des services collectifs, si nous perdons cette notion de bien commun, je crois que nous irons vers un monde où rien ne comptera, sauf l'argent. Et dans cette société, beaucoup de gens mourront. Beaucoup meurent déjà parce que dans un tel système, seulement ceux qui en ont les moyens peuvent s'offrir un environnement propre, boire de l'eau pure et acheter des aliments sains. Seuls ceux-là survivront. Le bien commun, c'est donc plus qu'une histoire de patrimoine. Sans notion de bien commun, nous ne survivrons pas. Ce jour-là, la main invisible du marché se manifesta soudain au grand jour.